Bienvenue au comptoir, le podcast hétéroclite des plaisirs de la table. Chez Coca, on aime la bonne bouffe, surtout quand elle est bien arrosée. Le comptoir, c'est un rendez-vous mensuel durant lequel on décrypte avec nos invités différents aspects de l'univers de la gastronomie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du comptoir. Après un épisode dédié au sans-alcool en janvier, on plonge aujourd'hui dans le futur avec une question aussi énigmatique que passionnante. Que trouvera-t-on dans nos assiettes et dans nos verres dans 50 ans ? On parlera du vin du futur à travers le prisme des cépages résistants, mais également d'alternatives à la viande comme le soja, les algues, et leur rôle face aux enjeux climatiques et à l'évolution des comportements alimentaires. Pour explorer ce vaste sujet, je retrouve au comptoir Sofiane Sian. Bonjour. Cofondatrice de l'entreprise Vegetables. Marie Blackford, spécialiste des cépages résistants. Bonjour. Et Rémi Tranquida, chef végétalien et co-auteur du livre Ma cuisine végétale. Eh bien, bonjour. Eh ben, merci à vous trois d'être avec nous. Je vous propose qu'on commence par un petit tour de table. Je vous ai rapidement introduit, mais peut-être que vous nous racontiez un peu chacun votre tour ce que vous faites un petit peu. Sophie, tu veux commencer ? Oui, alors je commence volontiers, merci. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, Vegetables, donc c'est une entreprise qui a été fondée, qui est basée à Neuchâtel. En fait, on s'est rendu compte à un moment donné avec ma sœur que il nous manquait clairement des connaissances et des compétences pour faire entrer la cuisine végétale, notamment dans la restauration collective. Et du coup, au départ, c'était un petit peu l'idée du concept de l'entreprise. Et de fil en aiguille, en fait, on est vraiment devenu une entreprise qui fait du conseil et de la formation en alimentation végétale. On s'adresse notamment aux entreprises par des programmes pour les employés ou voilà, même pour les étudiants, lycéens. Et puis, on s'adresse aussi aux chefs professionnels qu'on forme dans les cuisines et on a aussi toutes des activités pour le public. Et en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est simplement d'accompagner à une transition vers une alimentation plus végétale en apprenant à mettre plus de végétal justement dans les assiettes. Super, merci beaucoup. Voilà. Marie, est-ce que tu veux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, merci également pour l'invitation. Alors, moi, je suis chercheuse en œnologie. J'ai une double casquette, à savoir que je travaille pour Agroscope et pour la HES de Changin. Okay. Et parmi mes thématiques de recherche favorites, il y a l'étude des cépages résistants. Et c'est pour ça que je vais me faire un plaisir d'être là ce matin pour en discuter. Super, merci beaucoup. Et Rémi ? Eh bien, Tranquida Rémi, je suis chef de cuisine, donc spécialisé en alimentation végétale. J'ai co-écrit le livre Ma cuisine végétale, paru en octobre dernier. Moi, je suis à l'origine issu d'un monde conventionnel. Et puis, face à beaucoup de choses et d'informations, j'ai décidé de changer mon environnement personnel, puis professionnel, et qui m'a gentiment tourné vers le végétal au fil des choses. J'ai été le chef du restaurant Native à l'EPFL, qui était l'un des premiers restaurants végétaux du canton en collectivité. Et on faisait pas moins de 300 couverts tous les midis, ce qui était quand même assez incroyable dans le monde végétal. Puis j'ai été sur ce merveilleux projet de livre pour Ma cuisine végétale avec Laurence Roidevaux, avec qui j'ai coécrit pour vraiment casser les codes et enlever vraiment les croyances au niveau de cette alimentation-là et montrer que ça peut être facile juste en ayant un peu d'informations et d'accompagnement. Et puis par la suite, j'ai intégré le groupe New Rest donc l'année dernière pour développer le végétal au sein du groupe. Donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. On sent qu'il y a un vrai mouvement qui se crée au niveau des collectivités et des grosses structures pour développer le végétal, mais le développer du bon côté, c'est de la meilleure des manières. Donc voilà, donc c'est un peu ma mission actuelle. Voilà. Et merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci d'être là, super, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va discuter un petit peu de gastronomie du futur. On va commencer peut-être par parler plutôt d'alimentation et puis après on viendra sur le sujet vin. Mais pour commencer, j'avais envie de vous demander, peut-être à toi aussi, Sophie, qui œuvre beaucoup pour accompagner les entreprises et les particuliers aussi dans leur transition. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un enjeu important d'avoir une alimentation un petit peu plus végétale justement? Alors, c'est clair qu'il y a différents enjeux qui rentrent en compte. On parle énormément de changements au niveau environnementaux. Donc, clairement, notre système alimentaire aujourd'hui, on voit qu'on arrive à une certaine limite. Et parallèlement, il y a aussi tous les enjeux liés à la santé. Et finalement,
on a pu constater que pour répondre un petit peu à ces deux urgences, on va dire d'une certaine manière, l'alimentation végétale est clairement une excellente voie pour pouvoir, alors je dis pas régler totalement, hein, clairement, mais en tout cas pour aller dans cette direction et puis apporter des nouvelles solutions à ce niveau-là. Parce que quand on creuse un peu le sujet de la gastronomie du futur, on a toujours ces alternatives à la viande qui reviennent forcément dans les recherches. Donc il y a quand même aussi, j'imagine, il y a quand même des chiffres qui montrent que probablement on pourra pas produire aussi autant de viande dans 50 ans que ce qu'on produit aujourd'hui. Ça prend beaucoup d'eau. C'est ça. Ouais. C'est ça. Beaucoup de ressources, effectivement. Beaucoup de ressources, exactement. On pourra, mais pas de la même manière et pas de la même façon qu'on le fait actuellement. Ouais. C'est-à-dire qu'on est sur un système qui décline, il va falloir trouver des solutions pour justement pallier à ce problème-là de consommation actuelle. Et qu'est-ce qu'on a comme alternative alors à la viande aujourd'hui? Vous travaillez avec quel genre de produits vous On en a tellement. En fait, c'est toujours une question d'approche. C'est comment on visualise le végétal et comment on veut l'emmener aux gens pour le démocratiser et le rendre plus accessible. Il y a une question d'accessibilité. Actuellement, on est sur des marchés niches selon les secteurs et donc c'est des produits qui restent quand même extrêmement onéreux pour certains foyers, et donc notre jeu à nous, c'est d'emmener le végétal sous diverses manières, en intégrant les fibres, les végétaux, les céréales légumineuses, mais voilà. Après il y a la partie plaisir où là on veut retrouver les marqueurs de l'alimentation conventionnelle, et c'est un peu le souci des gens, c'est qu'ils emmènent pas la transition parce qu'on touche vraiment à leur cœur de zone de confort, la viande, le fromage, les produits laitiers, et donc c'est vraiment des marqueurs qui sont là et donc on peut pas ignorer la présence. Maintenant le végétal a beaucoup investi en recherche et développement, et c'est sur ces nouvelles alternatives, de nouvelles protéines, de nouvelles sources, effectivement, parce que si on tourne vers le végétal, c'est pour prendre soin de la planète, mais si on tend une alternative qui est beaucoup plus désastreuse, il y a aucun intérêt. Donc là, l'entreprise comme Nurus, que je cite, qui est sur la table, l'avantage c'est qu'ils se focalisent pas uniquement sur la cajou, qui est actuellement leur best-seller pour leur business. Ils sont en train de développer d'autres alternatives telles que le lupin, qui elles peuvent être faites sur notre territoire, sur nos sols. Donc on s'arrête pas juste à la partie business et c'est bon, ça fait l'affaire et les gens sont contents. Il y a une vraie recherche derrière pour approfondir vraiment le sujet et être beaucoup plus respectueux. Oui, parce que de toute façon, si c'est pas durable, il y a pas vraiment d'intérêt à insister sur la noix de cajou, par exemple. Ça peut être durable sur à court terme, mais pas à long terme. Quand on prend la cajou, par exemple, qui est un très bon exemple, elle vient pas de nos territoires. Donc on est obligé de l'importer. Et si l'entreprise est fructueuse et qu'elle a un certain succès, ce qui est leur cas, on arrive sur des volumes qui sont quand même importants et ils le prennent en compte. Ils pourraient l'ignorer, mais ils décident de le prendre en compte et d'être en avance sur ce qu'ils proposent. Donc voilà. Et les algues, dans tout ça, vous travaillez un petit peu avec les algues? Oui. Ouais. On a les algues, on a le lupin, on a le tempeh, on a le soja. Il y a vraiment des sources de protéines diverses et variées. Moi, ce que j'ai pu constater aussi dans les ateliers de cuisine qu'on propose, c'est que, alors, on montre toujours un peu une nourriture complète, donc brute, où on part vraiment des aliments non transformés, où on crée des recettes pour montrer comment on peut cuisiner des lentilles, comment on peut cuisiner aussi des céréales d'une autre manière. Et parallèlement, on inclut aussi justement des produits de nos partenaires. Donc on a notamment, là, on a New Roots, on a White Foods, qui est à base en fait de carottes. C'est des produits bio, hein, donc aussi qu'on met en avant. Et puis on travaille également avec Planted, qui est aussi une entreprise basée en Suisse, qui elle fait des alternatives qui peuvent ressembler un peu plus à la viande ou au poulet, etc. On en a régulièrement au Stam le midi. Oui, j'ai entendu dire. Ouais. Mais en fait, le but de montrer ces différents types de produits, c'est de permettre aussi de transitionner plus facilement. Parce que si demain je dis aux gens, écoutez, maintenant vous devez cuisiner que des légumineuses, que du pois chiche, que des lentilles, les gens ils vont être là, sachant que la plupart du temps c'est difficile de cuisiner, hein, les gens sont très stressés, donc il faut que ça aille vite, il faut que ce soit rapidement et que ce soit bon quand même, et dans le meilleur des cas sain, ce qui est pas toujours le cas. Mais donc c'est vrai que grâce à ces alternatives, en fait, ça permet un petit peu de balancer. Et puis, les jours où on a peut-être un peu moins envie de cuisiner, on peut imaginer partir sur ces produits. Évidemment, le mieux, c'est de partir de produits bruts, donc de produits non transformés. Mais on s'est quand même rendu compte aussi que même les pires alternatives végétales
sont quand même meilleures que de consommer de la viande. C'est quoi les pires alternatives végétales? Ça m'intéresse. En fait, à différents produits dans les alternatives, t'as des alternatives qui sont plutôt bien sourcées et bientôt bien produites, qui est à peu près le cas de Planted parce qu'il y a très peu d'ingrédients, très peu de transformation au final et sont sur nos territoires. Donc, on a une visibilité sur ce qu'ils font et il y a une transparence qui est là. Et puis, il y a vraiment les produits transformés au même titre que le conventionnel où la liste d'ingrédients est assez longue et on comprend pas forcément ce qu'il y a marqué dedans. Et là, forcément, sur des produits étrangers, pas du tout avec les mêmes normes suisses, qui répondent pas du tout à notre vision du végétal. Donc t'as vraiment deux secteurs. Il y a vraiment la partie puriste du végétal, dit qu'on peut s'alimenter avec tout ce dont notre corps a besoin en ayant des aliments bruts de saison et très très peu transformés. Donc on parle d'ingrédients bruts, céréales, légumineuses, une sauce à base de végétaux, un légume, etc. Donc ça on peut le faire. Mais il est vrai que sur une offre un peu plus globale, type restauration collective, pour l'avoir confronté moi-même sur mon expérience, dans un restaurant, si on va sur des plats plutôt puristes, ça va sur des plats à connotation étrangère, un dalle de lentilles, un couscous, etc. Donc là, on va retrouver des marqueurs, donc ça ne gêne pas les gens. Du moment qu'on le généralise au quotidien, les gens ont l'impression de se faire voler parce qu'on leur a enlevé la protéine. Et ça, c'est dû juste à un manque d'information. Mais enlever la protéine carrément. On leur a enlevé la viande et le poisson de la recette. Ça, parce que du coup, la protéine, elle reste avec les légumes. Bien sûr, la protéine végétale est de partout, pratiquement. C'est vraiment le dernier de mes soucis en termes d'alimentation. On peut la retrouver sous différentes formes, dans tous les végétaux, donc c'est vraiment pas. On ferait mieux de s'intéresser au manque de fer, de calcium et j'en passe, et de vitamines. Mais les gens n'ont pas l'information. Donc ce qui fait qu'ils focus sur des choses dont ils n'ont pas forcément les réponses. On m'a enlevé ma viande, mais qu'est-ce qu'on m'a mis à la place? On m'a enlevé mon poisson, mais qu'est-ce que j'ai à la place? Donc ces gens sont à la recherche de marqueurs. Et c'est là où ces produits-là ont un intérêt à nous, dans notre message et dans nos transitions, c'est d'emmener des produits végétaux avec les mêmes marqueurs, iodés, fumés, texturés, pour rassurer les gens et pour les emmener sur quelque chose de différent. Mais ils ont besoin effectivement de cette transition. Il y en a qui en ont besoin et d'autres non. Moi qui suis végétalien, j'ai absolument pas besoin de manger un semblant de steak, un semblant de nuggets, mais par contre, effectivement, moi qui suis du conventionnel, le soir où j'ai envie de me manger un bon burger, je veux que ça ressemble à un burger et pas à une galette de quinoa et de lentilles. Si je mange des quinoa lentilles, je mange le produit brut tel qu'il est. Donc voilà, il y a vraiment différents aspects, différentes visions, différentes approches. Et notre message, c'est d'accompagner avec bienveillance, transparence et informer. Et chacun fait son bout de chemin. Et quand tu dis que quand tu veux manger un bon burger, tu veux que ça ressemble à un burger? Je veux que ça ressemble à... Qu'est-ce que tu manges alors? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Je veux que ça ait les marqueurs d'un burger dont j'ai le souvenir. Et ça, on parle de souvenir d'enfance, on parle... je prends typiquement Planted a sorti un pâtisse comme un faux poulet pané. Voilà. Ça fonctionne bien. Ça marche très bien. Après, voilà, c'est comme pour tout, il faut savoir se raisonner. Et ça, on peut le faire que soi-même. Je veux dire, dans le conventionnel, c'est pas bon de manger des nuggets tous les jours avec du ketchup. Il faut savoir s'alimenter. Et ça, c'est pas végétal ou non végétal, ça touche vraiment tous les régimes alimentaires. Et la fausse viande de laboratoire, tu connais un peu le sujet ou... Je connais le sujet, il y a le 3D, il y a le laboratoire, il y a le souche. J'ai pas forcément creusé le sujet plus que ça, parce que pour moi, c'est pas un sujet d'actualité maintenant. Mon job à moi, et Sophie, c'est plutôt d'intéresser les gens sur ce qu'ils devraient déjà consommer maintenant avec des produits qu'on a déjà à disposition, plutôt que de s'intéresser à qu'est-ce que je peux faire demain pour encore utiliser X technologie. Déjà, utilisons nos ressources actuelles, nos terres agricoles actuelles, faisons en sorte déjà de sauver déjà ce qu'on a entre nos mains avant de vouloir créer autre chose. Ça sert à rien de créer si on est en train de brûler tout le reste à côté. Ça n'a pas de sens. En effet. Et puis on parlait, en tout cas en introduction, je parlais un peu d'évolution des modes de consommation. Est-ce que vous constatez et puis est-ce qu'il y a des chiffres en fait qui parlent aussi de l'évolution, du nombre de végétariens par exemple en Suisse? Est-ce qu'il y a plus de végétariens aujourd'hui en Suisse qu'il y a 20 ans? Oui, alors clairement, j'ai consulté le dernier rapport de SwissVeg, qui est une association qui a, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble plus de 30 ans, qui est vraiment là, bien installée en Suisse et qui fait régulièrement le recensement des personnes qui tendent plus vers une alimentation végétarienne et végétale. Et de ce que j'ai pu voir dans les derniers chiffres, donc, il semblerait qu'au cours des 5 dernières années, on a environ 40% de personnes qui ne mangent quasiment plus de viande ou voire
plus du tout de viande en fait. Okay. Donc il y a clairement cette tendance, on le voit. Après, c'est clair qu'en Suisse, ce qui est, il faut quand même le dire, on a les lobbies paysans qui sont quand même toujours là aussi et qui veulent clairement qu'on continue à produire de la viande. Et en même temps, on a aussi les gouvernements qui récemment ont pris des décisions pour justement diminuer la viande. Donc ça vient vraiment des gouvernements, de la Confédération. On a notamment la pyramide alimentaire qui a été revue après 11 ans, donc l'année dernière, en septembre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la pyramide alimentaire? Alors en fait, la pyramide alimentaire, c'est en fait un petit peu les recommandations alimentaires qui sont proposées à la population pour pouvoir savoir à peu près qu'est-ce qu'il faudrait manger pour être en bonne santé. Après, ce qui se passe, c'est qu'à une époque, il y avait la viande qui était mais vraiment énormément mise en avant, le poisson, etc. Et puis maintenant, ils ont revu un petit peu ces éléments. Et typiquement sur la pyramide alimentaire, aujourd'hui, on voit les légumineuses en première place. On ne voit plus le steak. Et donc, ça veut clairement dire qu'il y a aussi une motivation des gouvernements pour aller dans ce sens. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que et c'est aussi pour ça qu'on est là avec Vegetable, c'est que il y a ces recommandations qui se mettent en place et en même temps ça peut créer aussi des peurs et les gens ne savent pas forcément par quoi remplacer, comment cuisiner et c'est dans ce cadre-là que nous on intervient. On a travaillé notamment avec la plus grande crèche de Suisse qui est située à Delémont où on est allé dans un premier temps faire un audit puis donner des recommandations pour finalement former l'équipe de cuisine sur 3 jours. Et clairement, ils étaient enchantés parce que c'est vraiment de la formation continue. C'est pas une cuisine qu'ils utilisent nécessairement tous les jours dans leurs habitudes. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est donner plus de compétences, inspirer et apprendre à ajouter plus de végétal. C'est chouette. Et comment est-ce que c'est reçu? Alors, j'imagine dans des crèches, et puis toi, tu vas travailler plus avec les cuisines qu'avec le public directement, peut-être? Alors, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que on est encore en mode start-up, donc on a eu cette énorme chance de pouvoir déjà commencer avec un très gros client, j'ai envie de dire, avant de pouvoir faire un peu nos marques. Alors, clairement, on se rend compte aujourd'hui que c'est pas qu'une question de former les chefs. En fait, c'est une question sociétale. On peut pas juste former les chefs parce que il faut aussi prendre en compte, on parlait d'émotions avant, c'est clair que quand on arrive avec un plat 100% végétal, il n'y a pas forcément l'aspect de la viande quelque part et les gens sont tout perdus. Donc il y a aussi cet accompagnement qui doit être fait, notamment là on parle d'une crèche au niveau des enfants, au niveau des éducateurs et éducatrices qui accompagnent et surtout aussi au niveau des parents. Alors, on est en train maintenant de mettre en place tous des programmes pour faire finalement tout le 360 et accompagner au mieux tous ces différents publics parce que chaque personne et aussi chaque être humain a des sensations et des émotions différentes, mais le but c'est vraiment de réussir à embarquer tout le monde et que finalement, s'il n'y a pas le morceau de steak dans l'assiette, ça passe aussi. Ouais, ok. Et toi, Rémi, en tant que chef, comment est-ce que tu abordes un peu la cuisine sans viande? Bon, j'imagine que c'est aussi un choix personnel, mais est-ce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se retrouvent perdues, des individuels, pas forcément des chefs, mais dans mon entourage notamment, personnes qui peuvent se retrouver un peu perdues si on n'intègre pas de la viande dans un repas et tout d'un coup on sait plus quoi cuisiner. Est-ce que toi, à l'inverse, ça a pu stimuler ta créativité à un moment donné? Ouais. Carrément. Alors moi, en tant que chef, c'est vrai que j'ai un gros avantage, c'est que moi, je suis issu du monde conventionnel. J'ai été formé, éduqué, en plus dans ma sphère privée familiale à la protéine animale dès très jeune. Enfin, toute ma vie, ça a été vraiment ma vie d'avant, et je me suis végétalisé moi-même au fur et à mesure du temps. Donc ça, j'ai connu cette transition, j'ai connu ce parcours un peu du combattant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de produits, pas autant d'informations qu'on les a maintenant. Donc il a fallu aller chercher l'information, il a fallu s'intéresser et trouver en fait mes motivations qui me sont propres. Suite à ça, j'ai décidé de changer mon environnement pro, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un vrai vide. Il y a un vrai vide d'accompagnement, un vrai vide d'information, non seulement perso mais professionnel. Et quand on gère des structures avec des centaines de milliers de repas et qu'on fait à manger, il faut pas oublier qu'on est garant de la santé des gens au quotidien. Le chef de cuisine n'est pas juste un cuisinier qui se fait plaisir avec des produits terroirs de saison. Faut pas oublier qu'on a quand même la santé des gens entre nos mains. Et donc, mon but à moi, c'était de végétaliser, mais plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire d'accompagner les gens et de leur montrer que c'était possible. Et là, c'est là où le challenge est intéressant et là où ça
c'est sans cesse en activité dans ma petite tête, c'est qu'il y a sans cesse la recherche de nouvelles choses. Et je parle de choses naturelles en fait. Les produits de saison, les produits des artisans autour de moi, quelle entreprise fait tel et tel produit, comment je peux les intégrer, etc. Et donc j'ai un vrai plaisir moi à intégrer ces gens-là à mon quotidien de chef de cuisine. Et j'ai plaisir à avoir des retours. C'est clair que quand on fait à manger à 300 clients quotidiennement et que sur les 300, il y a toujours que des bons retours, les gens sont contents et reviennent. Quand on sait que le secteur hôtelier est un secteur qui change énormément. Les gens ne sont plus fidèles à leur point de restauration comme avant. C'est-à-dire qu'ils changent de restaurant très très régulièrement. L'offre est tellement grosse. Donc il y a un vrai plaisir. Et puis mon job à moi, c'est de faire plaisir aux gens et que ça soit quand même, il y a quand même le facteur plaisir qui doit rester en compte. Oui. Et donc quand on parle de végétal, souvent les gens l'oublient. Et notre rôle à nous, c'est de le remettre au centre du débat. Ouais. C'est d'abord du plaisir, c'est d'abord un moment de partage, c'est d'être fédérateur et ça doit regrouper les gens. L'alimentation doit être au centre de tout en fait finalement. C'est quand même 70% de notre corps en bonne santé, c'est quand même l'alimentation. Oui, donc faut pas l'oublier. Ouais. Donc et donc, comment est-ce que tout ça, comment est-ce que tu vois comment le public reçoit en fait ta cuisine? Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que la texture, le goût, c'est encore des freins majeurs pour transitionner vers une alimentation plus végétale. C'est toujours une question d'approche. Si on est motivé par ce qu'on fait, si on décide de le faire correctement, on va tout mettre en œuvre pour que ça soit bien perçu et que l'approche soit la meilleure possible. Donc ça part par la bienveillance, l'accompagnement, mais pas que. C'est-à-dire que ça se ressent dans un restaurant quand vous avez un chef de cuisine qui a le sourire, qui a envie de vous expliquer, j'ai fait ça là, ça vient d'ici, ça c'est de la ferme d'à côté. Il y a un vrai intérêt. Et là, on parle plus de végétal ou pas. On parle de passion pour notre métier. Et donc, en fait, la même passion que j'avais auparavant pour les produits dits conventionnels, je l'ai juste apposé et copié-collé à mon environnement végétal actuel. Je n'ai rien changé. Je suis retourné aux fondamentaux, j'ai réintégré des fermentations, je réintègre des produits de saison. Donc ça, c'est une vraie cuisine. Et ça, c'est propre à soi-même. Ouais. Donc on a envie ou pas faire de ce métier. Je pense que ça se ressent. Et après, le débat végétal ou pas, finalement, il y est pas. Il a pas lieu d'être. Les gens viennent manger parce que c'est bon. Les gens reviennent parce que ça l'a été. Et finalement, le débat vegan, alimentation végétale ne s'est jamais créé au restaurant. Oui. Parce qu'en 3 ans, j'ai toujours transmis une passion d'abord. Tu parles de l'EPFL? Je parle de l'EPFL en l'occurrence. Mais il y avait donc aussi une demande pour il y avait une demande, mais qui était mise de côté auparavant. Avant d'ouvrir le restaurant, on disait à Bruno Rossiol, qui est initiateur du restaurant, non, tu verras, ça fera un flop, les gens viendront pas, le végétal, ça touche que 2% de la population. Ouais, mais on a prouvé que c'était possible, et de la manière des manières. C'est-à-dire qu'on travaille des fermes environnantes, donc on fait tourner des artisans locaux, en mettant en avant des produits de saison, on faisait une offre qui était quand même séduisante, gustativement et nutritionnellement. Et je pense que le job a été fait. Et le vrai plaisir que j'ai maintenant, c'est que sorti de ma sphère EPFL, j'ai le plaisir de voir que des grands groupes hôteliers, dont lequel je suis actuellement, qui est Nures, a aussi cœur de développer ces démarches-là. Et ça, c'est un souhait de la direction. C'est pas juste un hobby marketing comme on peut le voir. Il y a un vrai souhait de la direction de dire, OK, on veut faire du végétal de qualité. Et il vient d'où ce souhait? Je pense qu'il vient d'abord de la part des dirigeants qui prennent conscience qu'il y a certaines choses qui évoluent. Ça prend aussi de la partie clientèle, parce qu'il y a des appels d'offres, il y a des contrats. Donc il y a la volonté des clients de réintégrer une offre végétale pour satisfaire leurs employés ou les gens qui sont sur le site. Et là, on parle de grosses institutions. On parle d'institutions Nations Unies, on a l'aéroport, on a l'OMPI, on a des gros sites quand même. Le Biotech Campus à Genève. Donc, il y a vraiment des sites qui commencent vraiment à intégrer ce message. Et là, tu parles aussi de structures où il y a beaucoup un public international aussi. Est-ce que en Suisse, on a une culture, comme par exemple en France, je pense sincèrement qu'il y a une culture de la viande qui est très très présente. Est-ce qu'en Suisse, on a aussi ça? Parce que je pense que en fonction des publics et en fonction des pays aussi, on est plus ouvert probablement au végétal qu'ailleurs. Et on en est où en Suisse en fait par rapport à tout ça? Tu me contredis, mais je pense qu'on est la plus grosse émotion au niveau de la Suisse, c'est plutôt l'aspect fromage. Fromage, terroir, vache, gros champ. Enfin, on a vraiment cet aspect-là. Mais OK, on le comprend, pas de souci. Trouvons des alternatives pour trouver quelque chose de si bonne qualité, qui fasse moins mal à notre planète et qui soit meilleur pour notre santé. Moi, je vois pas de frein en fait. Effectivement, il y a des trucs très culturels, très ancrés. Mais je pense qu'on peut les amener à évoluer en fait. Le monde a évolué, les humains ont évolué au fur et à mesure du temps. Et le goût évolue. Exactement. Je pense que ça n'a pas un frein, il faut le prendre en considération et il faut emmener les gens à d'autres
textures, d'autres saveurs et pourquoi pas d'autres les mêmes marqueurs en fait finalement. Ouais. Et si là, il y a l'innovation. Si je peux rebondir là-dessus, c'est vrai que souvent actuellement quand on va au restaurant, en fait, on regarde la carte quand on est donc dans un restaurant traditionnel et en fait si tout va bien, il y a peut-être un menu végétarien et tout le reste habituellement c'est souvent carné, du poisson, etc. Et ce qui est souvent très dommage, c'est que même le seul repas végétarien, en fait, il donne pas tellement envie. Donc je pense que c'est aussi pour ça que maintenant la formation continue est vraiment obligatoire quelque part pour aussi donner cette envie pour que les gens, quand ils vont au restaurant, ils se disent mais tiens, mais ce plat là il donne vraiment envie. Donc il y a aussi tout cet aspect finalement d'évolution. On parlait les goûts changent, etc. Et je pense que les gens ils ont aussi maintenant une attente qui est plus élevée. À l'époque on allait au restaurant, on prenait la salade parce qu'il y avait rien d'autre, et maintenant on veut plus faire ça. Quand on va au restaurant on veut bien manger, et je pense que c'est hyper important. Si vous rendez l'offre séduisante, c'est ça. Il faut que la personne qui soit en charge de le faire ait envie de le faire. Sinon ça le saura jamais. Mais pour ça il faut des gens comme Vegetables qui forment ces chefs là, ou des gens comme moi qui sont dans des grosses structures, qui donnent envie et qui impulsent en fait ce mouvement-là. Et une fois que les gens qui sont dans nos cuisines ont envie de travailler des produits terroirs avec des artisans locaux, des produits de saison, en fait, ça fait son sens. Si la personne prend plaisir à culinaire, elle aura plaisir à le mettre en avant, et donc forcément rendra l'offre plus séduisante. Tout à fait. Donc, finalement, c'est pas question de végétal ou pas, c'est question est-ce qu'on a réellement envie de faire plaisir à notre clientèle. C'est ça. Et peut-être si j'ose encore rajouter quelque chose, le canton de Vaud a signé une charte pour la restauration collective tout dernièrement, où un des objectifs c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait une offre à 50% végétarienne. Donc ça veut dire quand même diminuer les produits carnés de 50% en gros. Donc c'est aussi encore une fois une volonté, et je pense que les restaurateurs ont vraiment tout intérêt à se renseigner, à découvrir pour aussi suivre le trend et s'assurer aussi une pérennité par la suite. Très bien, merci beaucoup. Mais c'est intéressant. Avec plaisir. Et le côté curiosité en fait aussi culinaire, d'aller tester des produits différents. Je pense que c'est de toute façon bénéfique pour tout le monde. Et ça nous va nous permettre de discuter un peu de cépages hybrides aussi, parce que ou résistants comme tu préfères, Marie. Mais c'est vrai qu'on est aussi sur des vins qui vont apporter des profils peut-être un petit peu nouveaux ou différents parfois. Donc c'est pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces cépages et puis nous dire de quoi il s'agit déjà, peut-être tout simplement basiquement pour on en a déjà discuté un peu dans ce podcast, mais si tu peux repréciser de quoi on parle et puis ouais, avec plaisir. Alors déjà je rebondis sur la façon dont on les appelle, parce qu'il faut savoir que en fonction de avec qui on parle et puis à qui on s'adresse, on a plusieurs façons de les nommer. Donc on parle parfois d'hybrides, on parle parfois de cépages résistants, de cépages robustes, de cépages écologiques. Enfin, il y a pas mal de façons de les appeler. Et puis dans la recherche, c'est aussi une thématique qui nous tient vraiment à cœur, de savoir pour pouvoir toucher le plus grand nombre de consommateurs comment il faut les appeler. Donc ça, c'est des questions qui restent encore en suspens, mais c'est vraiment intéressant. Alors pour faciliter le dialogue aujourd'hui, je dirais résistant, parce que c'est le terme que j'utilise le plus couramment. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Il faut savoir que dans la production de la vigne, on a des maladies qui sont liées à des champignons et qui imposent, que ce soit en bio ou en conventionnel, de traiter la vigne pour éviter que le champignon n'attaque la plante et la récolte, et qu'on ait à la fin, en fait, au moment des vendanges, un volume suffisant. Enfin voilà, si on fait pas ça, on n'a pas de raisin et on n'a pas de vin. Donc la volonté actuelle, et c'est aussi un enjeu sociétal, c'est de réduire l'utilisation des pesticides, des produits de synthèse qu'on applique sur les cultures, et la vigne est évidemment impactée par ces réductions. Et on s'est rendu compte, en fait, ces maladies fongiques, elles viennent d'autres continents. Et dans ces continents, il y avait des vignes sauvages qui étaient naturellement résistantes à ces maladies. Donc l'idée, ça a été, mais ça date quand même d'il y a pas mal de temps, mais évidemment, quand on produit ce genre de cépage, il y a toujours un temps de latence entre le moment où on fait les croisements et puis le moment où on peut vraiment avoir le vin dans la bouteille.
Mais l'idée, ça a été de venir croiser, donc naturellement, comme on génère des nouvelles variétés de tomates, on vient prendre le pollen d'une et on l'applique sur la fleur de l'autre. Et en faisant ce type de croisement, on obtient des variétés qui ont d'un côté en fait la qualité de nos cépages traditionnels et de l'autre la résistance de ces cépages on va dire naturels qui avaient ces résistances mais qui n'auraient pas permis de faire des vins en fait, ou du moins pas des bons vins. Et donc actuellement, il y a vraiment cette volonté de développer ces cépages. Alors, c'est pas uniquement en Suisse, mais ça se fait très bien en Suisse. Il y a aussi partout en Europe où on développe ces cépages. Et puis, l'idée, c'est vraiment de pouvoir réduire le nombre de passages et le nombre de traitements à la vigne. Il faut savoir que, par exemple, dans des années où il y a vraiment une forte pression des maladies, on peut aller jusqu'à une vingtaine de passages dans la vigne pour traiter cette maladie. Avec des cépages résistants, on peut réduire à 2 à 3 passages. Ouais. Et le dérèglement climatique apporte aussi plus de maladies? Alors, en fait, disons que le dérèglement climatique va influencer des périodes de pluie et de température élevées, et on sait que, pour que le champignon aime se développer, il faut qu'il se soit humide et chaud. Ouais. Donc forcément, quand on a des épisodes de pluie qui vont durer, puis juste ensuite, qui vont être suivis rapidement ensuite par des températures élevées, en fait, on lui offre les conditions de développement qui sont les plus optimales. Et du coup, ces cépages résistants, ça apporte vraiment une solution pour diminuer l'utilisation des produits, que ce soit en conventionnel ou en production biologique. En fait, c'est pas limité à un des deux types de production, c'est vraiment ouvert à tout type de production. Ouais. Ok. Et je reviens encore sur le côté réchauffement. Est-ce que parce que la vigne souffre aussi de réchauffement, de stress hydrique et compagnie. Est-ce que ces cépages résistants du coup peuvent aussi être une solution pour lutter contre ce réchauffement climatique? Oui, alors il faut savoir que quand on fait la sélection de ces nouvelles variétés, on a on teste plus de 300 pépins, donc forcément il y a des candidats. Bon, déjà il faut qu'ils aient intégré la résistance, et puis ensuite quand on va les cultiver, on va pouvoir voir est-ce qu'ils sont gourmands en eau, est-ce qu'ils se développent bien aussi sur les modes de production de la vigne classique qu'on a ici en Suisse par exemple. On va palisser la vigne, on lui donne une forme globale pour pouvoir la cultiver plus facilement. Et si on a un cépage qui part dans tous les sens et qui est pas du tout facile à cultiver de la façon dont on a l'habitude de le faire, il va pas être retenu. Et par rapport à ces questions de réchauffement climatique, on peut aussi sélectionner en fonction de la précocité. Donc, quand on parle de précocité, c'est au moment de la maturation des raisins. Donc, quand le fruit mûrit, il peut mûrir plus ou moins rapidement, il peut atteindre plus ou moins de sucre au moment de la vendange. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui va être influencé par le climat. Et en choisissant des cépages adaptés avec une maturation spécifique en fonction de là où on veut le planter, on peut répondre à cet enjeu du réchauffement climatique en utilisant ces cépages. Okay. Mais c'est une problématique qui se pose sur aussi les cépages conventionnels, mais qu'on prend en considération pour les cépages résistants. Ouais. Donc ces cépages résistants, pour toi, est-ce que c'est le vin du futur ? Alors clairement, c'est marrant parce que c'était le titre d'un des projets qu'on a mené il y a quelques années, notamment avec Agridea, qui est un organe de diffusion de notre recherche. Et l'idée, c'était dans ce projet, et c'était vraiment de chercher à comprendre quels sont les freins et quelle est aussi la position des consommateurs par rapport à ces vins. Alors pour moi, c'est clairement une voie vers une viticulture qui va être plus durable, et voilà. C'est vraiment quelque chose je pense qu'on ne pourra pas aller sans cette alternative, et moi je la trouve très très pertinente. Et puis juste pour revenir sur cet aspect des consommateurs, on mène actuellement pas mal de recherches pour comprendre est-ce que le levier il est au niveau des consommateurs et de leur demande, ou est-ce que le manque de demande c'est lié à le fait qu'ils n'aiment pas ces vins, est-ce qu'ils ont des caractéristiques spécifiques. Et ce qu'on remarque donc dans notre recherche en Suisse, c'est qu'il y a quand même c'est des vins qui vont être notés, appréciés de la même façon que les cépages conventionnels.
Après, ils ont bien sûr on va dire leurs arômes spécifiques, mais au même titre que d'autres cépages. Peut-être que ce qui fait on les connaît moins, c'est parce que c'est des arômes qui sont peut-être moins. On parlait d'historique, d'affect, d'émotion qu'on a l'habitude. Voilà, il y a peut-être des choses qui sortent un peu de notre habitude, et du coup, on doit un peu se dire ça c'est nouveau. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Mais globalement, c'est des cépages où on arrive à vraiment faire des vins qui sont qualitatifs, qui sont au même niveau de qualité que des vins en conventionnel. Et puis ensuite, c'est assez marrant de voir, un peu comme la nourriture végétale, on a des groupes de consommateurs qui vont être vraiment très motivés, qui vont vraiment avoir cette volonté. Voilà, je sais que c'est un cépage qui est résistant, qui a un plus faible impact sur l'environnement, en fait, je vais pas le surévaluer, mais disons le valoriser plus fortement. Et puis à l'inverse, on a d'autres consommateurs peut-être plus traditionnels qui pour eux ça va être beaucoup plus difficile de changer les habitudes de consommation, et puis finalement vont être plutôt réfractaires à ces cépages. Mais du coup, les consommateurs qui sont qui sont réfractaires, comme tu viens de le dire, c'est simplement parce qu'on leur propose un nouveau cépage, ou parce que le goût quand même correspond pas à ce à quoi ils ont l'habitude? Alors ça, on n'a pas encore totalement investigué. Alors c'est clair que pour l'instant, voilà, ici on est dans le canton de Vaud, le chasselas ça reste quand même un emblème indétrônable. Et puis actuellement, on n'a pas forcément un cépage résistant qui va être identique. Oui. On s'en approche. Il y aura des nouveaux cépages qui vont être homologués bientôt, qui ont des empreintes aromatiques, qui ont vraiment cette description aromatique qui s'en rapproche. Et puis il y a aussi des projets, notamment avec les différents cantons, où là on cherche on appelle ça des idéotypes. Alors c'est un terme un peu barbare, mais en gros ce qu'on fait, c'est qu'on croise le chasselas avec un cépage résistant. Et puis là on essaye d'avoir à la fois la qualité d'un chasselas et puis la résistance de nos cépages qu'on vient de développer, qui sont ultra résistants. Et puis là l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher encore plus du consommateur et ce qu'il a l'habitude de consommer, un peu comme les produits transformés végétaux, où là voilà, les gens qui aiment le saumon fumé vont peut-être être attirés par des produits qui se ressemblent, avec les mêmes vous parlez de symboles ou de références. C'est un peu l'idée maintenant qu'on essaye de faire dans la recherche. Et côté vigneron, comment c'est reçu? Est-ce que les vignerons ils sont prêts à adopter ces cépages? Alors, on a parlé du consommateur, mais finalement, si on n'a pas d'offre. Oui, exactement. Ça, c'est aussi une grande question. Alors, heureusement, dans la viticulture, il y a aussi des pionniers qui se lancent, et pour différentes raisons, peut-être cet impact sur l'environnement, la prise de conscience, changement d'habitude. Donc on a vraiment des vignerons moi que j'appelle pionniers, qui ont fait la démarche de dire voilà, je vais me lancer là-dedans, j'essaye. Et puis en fait ça marche. Enfin les vignerons qui ont planté des cépages résistants, ils ont vraiment ce développement, mais je pense qu'il y a aussi cette part de conviction derrière. Il faut être convaincu que en fait on fait quelque chose de bien et qu'on a envie de transmettre ça aux consommateurs. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que pour la vente des cépages résistants, ça marche très bien quand le vin peut être accompagné d'un storytelling. Donc quand on va à la cave et que le vigneron peut nous expliquer le contexte, voilà, j'ai planté ça parce que c'est bien, ça fait des bons vins, etc. Ça, c'est vrai que ça marche très bien pour ces cépages. Mais je pense que la clé, au-delà d'appuyer le marketing sur l'aspect résistant, écologique, etc., il faut d'abord faire des vins qui soient qualitativement bons, et comme ça, on peut pas aller c'est vraiment la clé, c'est vraiment de continuer à faire des vins qui soient bons et que le consommateur aura plaisir à boire. On parle toujours de plaisir. C'est exactement ça. Je vais commencer à boire du vin si ça continue. Mais c'est bien, justement, on a un blanc à goûter, si tu veux, tu pourras mettre le nez dessus. T'es pas obligé, mais... Ouais, ok, super. Et est-ce que tu penses que d'ici, on essaye de se projeter un peu dans le futur, on va bientôt terminer ce podcast, et puis j'aimerais bien qu'on essaye d'imaginer un peu ce que sera 2050 par exemple, mais qui est finalement plus très loin. Est-ce que tu imagines que par exemple dans des régions quand même assez identitaires, je pense, comme la Bourgogne ou Bordeaux, on aura des cépages résistants? Alors moi je peux pas répondre pour les Bourguignons ni pour les Bordelais. Non, n'interprétez pas mes propos,
En fait, je pense qu'il y a aussi alors c'est sûr, alors la Bourgogne peut-être moins, mais par exemple dans le Bordelais, il faut savoir que les cépages qui sont plantés actuellement, il y a encore pas si longtemps que ça, c'était pas ces cépages-là qui étaient cultivés dans le Bordelais. Donc il y a quand même une plasticité en fait de la production. Et puis, alors ça c'est une chance. Alors je rebondis juste pour la Suisse, c'est une chance parce qu'en Suisse, le consommateur il est habitué à aller chez son vigneron et d'avoir plein de références différentes, plein de cépages différents. Donc il est habitué à goûter des choses assez différentes. Alors qu'en France, peut-être, notamment dans le Bourguignon, là on est habitué à des cépages très classiques et du coup c'est peut-être plus difficile à amener dans ces régions où c'est plus ancré, traditionnel. Et puis il y a aussi un enjeu économique qui est non négligeable parce que en fait l'économie de ces régions viticoles, elle est basée sur aussi l'histoire de ces cépages. Donc mais voilà, moi je peux pas prédire pour la France, mais en tout cas je pense qu'en Suisse il y a vraiment une porte qui est ouverte. Il y a en fait des consommateurs qui ont l'habitude de déguster différents cépages, en tout cas surtout peut-être les plus jeunes générations, il y a cette habitude de varier les plaisirs, on va dire, et puis on a cette chance de pouvoir le faire. Et là, il y a vraiment une porte, il y a vraiment quelque chose à jouer pour moi. Et pour le coup, la Suisse est pionnière aussi dans la recherche sur ces cépages, il me semble. Alors pionnière, disons que c'est un acteur majeur à l'échelle mondiale. Ouais. Ça, c'est vrai que on est un petit pays, on produit quand même pas mal de vin, mais disons que à l'échelle internationale, on a vraiment cette reconnaissance, notamment avec des collaborations comme l'INRAE en France, qui est quand même un grand institut de recherche agronomique, et on fait vraiment des travaux collaboratifs avec eux. Enfin, c'est vraiment, on a une reconnaissance dans cette sélection variétale au niveau international. Super. Est-ce qu'on goûte un de ces cépages? Je vais servir, si tu veux, tu peux peut-être nous présenter le vin du coup. Alors il s'agit d'un vin du cépage donc un vin de cépage d'Ivona qui a été homologué en 2018, qui est un cépage qui est résistant aux principales maladies fongiques, un cépage blanc qui a une maturité, donc une accumulation des sucres assez précoce. Et puis donc là on est sur un millésime 2023. Voilà, je vous laisse peut-être sentir et puis je pourrais décrire ensuite. Et puis je crois qu'on a aussi, on fait un petit repas apéro du futur, on va dire. Ouais, c'est un petit peu ça. Pour clôturer ce podcast, vous êtes venue. Sophie, toi, t'es venue avec des petites choses à grignoter. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Exact. Alors, aujourd'hui, j'ai pris quelques échantillons, on va dire, de nos partenaires qui sont donc New Roots. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure. Qui, en fait, c'est du fromage. Hein. C'est exactement les mêmes procédés qu'un fromage traditionnel. Et puis, on a aussi donc du coup Wild Food qui à base de carottes, hein, donc c'est vraiment 97% de carottes. Après, il y a un petit peu de sel et un petit peu d'huile qui est fumé au bois d'être et qui, vous nous direz ce que vous en pensez, mais qui ressemble étonnamment à peut-être du saumon. Ouais. Ok. Ah goûtons. Allez-y. Est-ce que vous avez Hop. Parfait. Allez, moi je prends celui avec le petit drapeau. Ah pardon. Je laisse passer à Rémi. Ah ouais, volontiers. Hop. Et le vin, vous avez pu mettre le nez dessus. Alors, on va tester. Puis ici, il y a des espèces de... Enfin, c'est pas des espèces, mais c'est de la betterave fumée aussi. Donc c'est assez intéressant en termes de goût. Aussi de Wild Foods. Alors, donc carottes fumées. Ouais, carottes fumées. C'est délicieux. Et puis dessous on a mis une petite qu'est-ce que c'était? C'était une crème de New Roots. Ouais, c'est de la Lakota. Ouais, voilà. Donc là, c'est pareil, on reprend finalement les marqueurs qu'on connaît déjà, qui sont le goût du fumé, le process de fermentation, le process du fromager pour reproduire un fromage. Et puis en fait, en ayant ces marqueurs, on source des produits qui sont naturels. Donc là, c'est de la carotte bio, tout simplement. En utilisant le process de fumage d'un saumon fumé, on arrive à retrouver en fait les marqueurs. Donc le but c'est pas
C'est pas de dire on vous remplace ça par ça, c'est de dire si vous cherchez des alternatives, on en a. Naturel, si possible, c'est le mieux. Brut, encore mieux. Là, par exemple, dans le petit bol, c'est de la betterave. Donc ils essaient de refaire le beef jerky, donc un peu dur en bouche avec de la mâche. Et là, on retrouve une autre texture de fumée. Voilà, tout simplement. Merci. Non, c'est très chouette. Et donc, si on arrive à allier le produit brut, le plat, on va dire puriste du végétal, avec des touches un petit peu de produits qui marquent les gens, qui leur rappellent quelque chose qu'ils connaissent déjà, ben là on arrive sur un message beaucoup plus facile. Tout à fait. Et puis ce que je voudrais aussi rajouter, le but c'est pas de se nourrir uniquement de ces produits. Je pense que le plus important, tant au niveau de la santé et de l'environnement, c'est d'essayer de manger au maximum brut, donc avec des produits bruts. Mais c'est vrai que comme l'a dit Rémi, ça ajoute la petite touche. Voilà, je veux dire, une personne qui ne se nourrit que de chips, oui, c'est peut-être végétal, mais en même temps, voilà, en termes de santé, on va pas forcément y arriver. C'est pas l'idée. Le but, c'est vraiment de manger un maximum varié. C'est vrai qu'on n'a pas trop abordé les aspects de santé et de gaspillage alimentaire, mais je pense que, voilà, il y a aussi tous ces aspects-là qui rentrent en compte. Et le but aussi, peut-être, c'est d'apprendre à manger moins. Si je peux dire ça, parce qu'on a une tendance vraiment à manger énormément par rapport à ce qu'on devrait manger. Et puis, c'est ce qui génère aussi le gaspillage alimentaire, ce qui génère aussi les maladies cardiovasculaires, cancers, etc., qui sont liées notamment, principalement à la consommation de produits carnés et d'origine animale. Et une chose énorme, les allergies, on n'en parle pas. Mais les allergies alimentaires. Oui, aussi les allergies. On n'en parle pas, mais finalement, quand vous êtes allergique, au lactose et j'en passe, c'est des alternatives. Le plus on contrôle notre production et notre façon de cuisiner, au plus on contrôle nos allergènes croisés. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc là, on parle de lactose, on peut parler de toute autre allergie, mais ça en fait partie. Et nous, dans notre alimentation végétale, en tant que chef, si on contrôle ce qu'on fait, on arrive beaucoup plus à cibler et à satisfaire une offre et une clientèle. Donc finalement, ça a du bon. Et selon vous, qu'est-ce que ce sera le repas du futur typique suisse, par exemple? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer retrouver dans nos assiettes? Forcément arrosé de chasse-la résistant. De chasse-la résistant. Il s'appellera chasse-la résistant. Je pense qu'il pourra pas s'appeler chasse-la résistant parce que il y a aussi toute cette nomenclature de est-ce qu'on a le droit d'appeler un cépage avec un nom de cépage connu. Oui. Ça c'est aussi. On a bien autorisé steak et nuggets pour l'alimentation végétale. Ouais, mais on a peut-être pas envie de refaire pareil. Je sais pas, on verra comment ça va peut-être évoluer. Chasse-la. C'est ça, exactement. Mais oui, moi je crois à ce développement de ces cépages et puis, à leur implantation. Ah, génial. Et tu penses que les grands crus dans le futur très très lointain, ils pourront encore exister? Oui, je pense que en fait après peut-être que ce qui va évoluer c'est les critères de sélection de ce qui va être considéré comme un grand cru ou pas un grand cru. Pour moi un grand cru ça restera toujours un grand vin et après voilà. Ou les cahiers des charges et les cépages autorisés dans ces cahiers des charges. Et ça évolue déjà en Suisse au niveau des AOC, on a aussi l'évolution et l'introduction certaines AOC acceptent ou n'acceptent pas ces cépages résistants et donc il y a vraiment une évolution. Moi j'y crois. Trop bien. Merci beaucoup avec plaisir. D'avoir participé à cet épisode de podcast. On arrive à la fin. Merci donc à vous d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie et puis merci à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis et pour ne pas rater les prochains, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube, Spotify et d'activer les notifications podcast et live dans l'app Coca. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du comptoir. Et en attendant, santé, bonne app et merci à vous trois. Merci beaucoup.